Le mécanicien a dit, c'est fini, jetez-le. Mais la moisson n'attend pas. Mon père a une seule nuit pour réveiller ce vieux tracteur Vierzon 402. Si le moteur reste muet, nous perdons tout. Le ciel de la Limagne s'était mué en une chape de plomb liquide, déversant sur les plaines de l'Auvergne une colère sourde que les anciens ne reconnaissaient plus. En ce printemps 1965, la terre ne buvait plus, elle rendait gorge. Sous les assauts répétés d'une pluie de rue, presque solide, les fossés d'irrigation d'ordinaire dociles s'étaient transformés en veines boueuses et menaçantes, convergeant toutes vers le lit de l'Allier. La rivière, ce géant endormi, grondait désormais avec une fureur métallique, charriant des troncs déracinés et les espoirs d'une saison qui s'annonçait pourtant prometteuse. Jean-Pierre se tenait sur le seuil de la grange, les mains enfoncées dans les poches de son bleu de travail délavé, le regard perdu vers les prairies basses. Là-bas, sous le rideau gris de l'averse, des hectares de fourrage, fauchés la veille dans l'optimisme d'une éclaircie trompeuse, commençaient à baigner dans une eau stagnante. C'était le travail d'une année, le pain de l'hiver pour le cheptel, qui risquait d'être emporté par la crue si le système de drainage de la métairie ne reprenait pas son office. À ses côtés, son fils Étienne, à peine 20 ans, observait le silence de son père avec cette déférence propre aux lignées de paysans qui savent que la parole est vaine quand le ciel décide de s'abattre. L'air était saturé de cette odeur de terre mouillée et de foin en perdition, un parfum d'angoisse que seul un homme de la terre peut véritablement comprendre. Le paysage, d'ordinaire si structuré par le labeur humain, s'effaçait derrière un voile d'incertitude. 1965 marquait un tournant, on parlait de modernité, de progrès, de machines capables de dompter les éléments, mais ici au cœur du Bourbonnais, la réalité restait celle d'un corps à corps brutal avec la géographie. Jean-Pierre savait que chaque minute de retard était un pas de plus vers la ruine. La pompe de relevage, installée au point le plus bas du domaine, était le seul rempart entre la survie et le désastre. Mais ce soir-là, pour la première fois en 2 décennies, le silence du mécanisme était plus assourdissant que le fracas de l'orage. Le moteur ne répondait plus, laissant le champ libre à l'invasion des eaux. Le combat n'était plus seulement agricole. Il devenait une épreuve de force entre l'homme, sa machine et l'implacable volonté de la nature. Au fond de la remise, là où les ombres s'épaississaient pour devenir une encre impénétrable, trônait le maître des lieux. La Société française de Vierzon, modèle 402. C'était une masse de fonte brute de plus de 2 tonnes, un monument d'acier dont la silhouette imposante semblait avoir été forgée pour défier les siècles plutôt que pour simplement parcourir les sillons. Dans le demi-jour de l'atelier, la peinture verte caractéristique, patinée par des années de sueur mécanique et de poussière des champs, luisait d'un éclat sombre. Ce n'était pas un tracteur ordinaire. C'était un monocylindre horizontal à boule chaude, une merveille de génie rustique où chaque pièce semblait porter la signature d'une France qui ne comptait pas ses heures. Le 402 était le pilier de la ferme, l'héritage d'une époque où la mécanique exigeait une compréhension intime, presque charnelle, du métal. Son immense volant d'inertie, une roue de fer massif aux rayons épais, attendait le geste de l'homme pour libérer sa force cinétique. Jean-Pierre posa une main calleuse sur le carter de l'embrayage. Il sentit le froid de l'acier inerte lui remonter jusqu'à l'épaule. Ce moteur ne demandait pas qu'on tourne une simple clé de contact. Il exigeait un rituel, une communion par le feu. Pour le réveiller, il fallait chauffer sa tête de culasse, cette fameuse boule de fonte, jusqu'à ce qu'elle rougisse dans l'obscurité, prête à enflammer le gazole par sa seule chaleur accumulée. Étienne s'approcha, le regard porté sur les tubulures d'admission. Il se souvenait des récits de son grand-père racontant l'arrivée de la machine en gare, cette fierté de voir le nom de Vierzon gravé dans la masse, symbole d'une indépendance nationale et d'un savoir-faire inégalé. Le 402 possédait cette stature d'invincibilité qui rassurait les hommes de la plaine. Sa voix, un battement lent et profond qui faisait trembler le sol sous les pieds, était le métronome de la Limagne. Mais aujourd'hui, ce battement s'était tu. Le géant de fer était immobile, figé par une défaillance invisible, laissant les terres sans défense face à l'assaut des eaux. C'était plus qu'une panne. C'était une trahison silencieuse de la matière, un mystère technique qu'il allait falloir percer avant que l'aube ne vienne confirmer le désastre. Soudain, le crissement de pneus sur le gravier détrempé rompit le duel de regard entre l'homme et sa machine. Une camionnette flambant neuve, arborant fièrement les couleurs d'un grand concessionnaire régional, s'immobilisa dans la cour de la ferme. En sortit un jeune homme, sanglé dans une blouse grise impeccablement propre, tenant une mallette chromée comme on porte un sceptre. C'était l'expert envoyé de la ville, celui que la coopérative avait promis pour moderniser le parc mécanique de la vallée. Il s'avança sous le porche de la grange, évitant soigneusement les flaques d'huile et d'eau, et posa un regard condescendant sur le TSFV 402. Pour lui, ce n'était pas un moteur, mais un anachronisme de ferraille, un vestige d'une époque révolue que le progrès aurait dû balayer depuis longtemps. Sans même poser une main sur le bloc-cylindre, il fit jouer le loquet de sa mallette et sortit un carnet de bord.
C'est une pièce de musée que vous avez là, monsieur Jean-Pierre, lança-t-il d'une voix dépourvue d'émotion. Ces modèles à boules chaudes, c'est fini. On ne répare plus l'obsolescence. Jean-Pierre resta immobile, l'ombre d'un mépris silencieux assombrissant son front. L'expert fit le tour du géant de Vierzon, tapotant le volant d'inertie avec un stylo à billes, comme s'il inspectait la carcasse d'un animal préhistorique. L'injection est grippée, la compression est fuyante. Même si je voulais commander des pièces, le catalogue s'arrête à 1950. Il vous faut un tracteur moderne, un modèle à démarrage électrique, avec une pompe d'injection rotative. En 2 semaines, je peux vous faire livrer un engin capable de vider votre champ. 2 semaines, répéta Étienne, la voix étranglée par l'incrédulité. L'allié sera dans la cuisine avant que vous n'ayez seulement rempli vos papiers. Le technicien haussa les épaules, rangea ses instruments et remonta dans son véhicule sans un regard en arrière. Pour lui, le dossier était classé. Le vieux tracteur était mort, et avec lui, une certaine idée de la paysannerie. Le moteur de la camionnette vrombit avec une efficacité stérile avant de disparaître derrière le rideau de pluie. Jean-Pierre et Étienne se retrouvèrent seuls dans le silence pesant de la grange, face au colosse de fonte. L'insulte était claire, mais elle venait de rallumer dans les yeux du père une étincelle que le fils n'avait pas vue depuis longtemps. Le moderne venait de décréter l'impossible, la tradition allait maintenant prouver le contraire. Le silence qui suivit le départ de l'expert était plus lourd que le tonnerre. Dans l'obscurité de la grange, Jean-Pierre s'approcha du flanc droit du Vierzon. Il ne regardait pas la machine comme un technicien observe un moteur, mais comme un médecin scrute un patient de longue date. Le 402 n'était pas seulement composé d'acier et de fonte, il était fait de souvenirs, de sueur et d'une logique mécanique que les manuels modernes commençaient déjà à oublier. D'un geste lent, Jean-Pierre saisit l'un des rayons du monumental volant d'inertie. Il pesa de tout son corps pour amorcer une rotation. Le métal gémit, une plainte sourde qui résonna contre les murs de pierre. « Écoute, Étienne, murmura-t-il, la voix basse mais ferme. Une machine ne meurt jamais vraiment. Elle s'endort parce qu'on ne sait plus lui parler. » Il fit basculer le volant jusqu'au point mort. Normalement, la résistance aurait dû être telle qu'un homme seul ne pourrait la franchir sans un effort colossal. Mais là, le volant tourna avec une facilité déconcertante. La sentence tomba, implacable, la compression s'évanouissait. Le diagnostic se précisait dans l'esprit du vieux paysan. Sur ce monocylindre horizontal, le secret résidait dans l'atomiseur de carburant, cette pièce d'orfèvrerie rustique qui doit pulvériser le gazole avec la précision d'un battement de cils. Si l'aiguille de l'injecteur était gommée par les dépôts d'un carburant trop lourd, ou si le clapet en tire-tour ne fermait plus hermétiquement, la force du moteur s'échappait par les tubulures. Sans cette pression vitale, la chaleur de la boule ne servait à rien. Le géant était devenu un corps sans souffle. Dehors, le fracas de l'eau contre les tôles du toit redoubla d'intensité. Une rigole de boue commença à s'insinuer sous la porte de la grange, léchant les pneus arrière du tracteur. L'allié ne demandait pas de permission, elle avançait. Étienne regarda son père, cherchant dans ses traits une trace d'hésitation. Il n'en trouva aucune. Jean-Pierre se tourna vers l'armoire à outils, un coffre en chêne massif noirci par l'huile de lin. Il en sortit une clé à œil de 60 mm et un marteau de cuivre. Le temps de la contemplation était révolu. Il fallait maintenant entrer dans les entrailles de la bête, là où le métal rencontre le feu, pour retrouver l'âme disparue de Vierzon. Étienne saisit une lampe baladeuse dont le fil torturé pendait au plafond, projetant une lumière crue et vacillante sur l'établi de chêne massif, dont le bois était si imprégné d'huile qu'il semblait lui-même devenu une pièce de mécanique. Les 2 hommes, agissant d'un seul mouvement, déposèrent l'injecteur et le bloc de soupape sur un chiffon de coton blanc, une relique de vieux drap qui servait désormais au sacrement de l'atelier. Dans ce sanctuaire de pierre, l'odeur de la terre mouillée s'effaçait devant les effluves entêtantes de cambouis, de pétrole lampant et de cuir vieux. L'atelier était un lieu de silence et de concentration. Le fracas de l'orage, bien que toujours présent, ne parvenait plus ici que sous la forme d'une vibration lointaine, étouffée par l'épaisseur des murs. Jean-Pierre fit jouer la vis sans fin d'un étau de forgeron monumental, dont les mâchoires portaient les stigmates de 1000 réparations. Il y serra délicatement le corps de l'injecteur, cette pièce cruciale de la société française de Vierzon qui, à elle seule, décidait de la vie ou de la mort du cycle moteur. Chaque geste était mesuré, dicté par une chorégraphie apprise du grand-père, une transmission orale et manuelle où le mot précision prenait tout son sens. Sur le panneau de bois noirci par les années, les outils étaient rangés avec une rigueur militaire. Clés plates, douilles forgées, pointes à tracer et réglés d'acier. Il n'y avait aucune place pour le hasard. Étienne, debout de l'autre côté de l'établi, observait les mains de son père. Ces mains, qu'il avait toujours vues rudes et gercées par le froid des labours,
se transformait sous ses yeux en instrument de haute précision. Avec une clé à pipe ajustée au millimètre, Jean-Pierre commença le desserrage du chapeau de l'injecteur. Le métal résista, ancré dans sa position par des années de calamine, puis céda dans un craquement sec qui résonna comme un coup de feu dans la petite pièce. C'était le premier cri de la machine que l'on forçait à révéler son secret. Dans cette pénombre habitée par les ombres des ancêtres, le père et le fils s'apprêtaient à descendre au cœur de la matière, là où le moindre grain de poussière pouvait être le complice du désastre. La flamme de la lampe à acétylène vacillait, projetant sur les murs de pierre des ombres cyclopéennes qui semblaient mimer les gestes des deux hommes. Une odeur caractéristique d'ail et de soufre émanait du bec de la lampe, baignant l'atelier d'une clarté lunaire, presque surnaturelle. Jean-Pierre, penché sur l'établi, venait d'extraire l'aiguille de l'injecteur. Elle était là, minuscule entre ses doigts massifs, recouverte d'une croûte de calamine noire et vitrifiée, tel un joyau corrompu par trop d'efforts. « C'est ici que le géant s'étouffe, Étienne, » murmura-t-il, les yeux plissés par la concentration. 1/1000 de millimètre de crasse, et c'est toute la puissance de Vierzon qui s'évanouit en fumée grise. Le rituel de la précision commença alors. Il ne s'agissait plus de force brute, mais d'une patience d'orfèvre. À l'aide d'un bâton de buis taillé en pointe et imprégné de pétrole, Jean-Pierre commença à polir le siège de l'aiguille. Le geste était répétitif, circulaire, une danse immobile où la main devenait le prolongement exact de la pensée. Puis vint le moment critique, le rodage. Il déposa une larme de pâte à roder, fine comme de la poussière d'étoile, sur la portée conique de la pièce. Sous la lueur blanche de l'acétylène, Étienne regardait son père imprimer à l'aiguille un mouvement de va-et-vient, un battement régulier entrecoupé de légères rotations. Le grincement sablonneux de la pâte sur l'acier, d'abord rauque, se fit peu à peu soyeux, presque musical. C'était la danse des calibres, ce moment sacré où les surfaces de métal s'apprivoisent l'une l'autre jusqu'à l'étanchéité parfaite. Jean-Pierre s'arrêta, essuya la pièce avec un morceau de soie et l'examina à la loupe. Une fine ligne grise, mate et parfaitement régulière, dessinait désormais le pourtour du cône. L'âme du 402 retrouvait son éclat. Dehors, l'eau de l'Allier continuait sa montée inexorable, mais dans ce cercle de lumière, l'espoir avait désormais le visage d'un acier poli. Tout était prêt pour le remontage, pour ce test de pression finale qui dirait si l'homme avait su, une fois encore, restaurer l'harmonie de la machine. Jean-Pierre reposa délicatement l'aiguille sur le chiffon. Ses doigts, bien que marqués par des décennies de travaux de force, retrouvaient une agilité de pianiste pour réassembler le corps de l'injecteur. Étienne observait, fasciné par cette science qui ne s'apprenait pas dans les livres, mais par le frottement répété de la paume contre le levier, par l'odorat capable de distinguer une huile saine d'une graisse brûlée. « Tu vois, Étienne, » commença Jean-Pierre d'une voix sourde, presque solennelle, « le métal a une mémoire. Ce Vierzon n'est pas qu'un assemblage de boulons. C'est de l'acier de fonderie, battu et coulé par des hommes qui savaient que la terre est une maîtresse exigeante. L'expert de tout à l'heure, lui, ne voit que des chiffres et des dates de péremption. Il ne comprend pas que cette machine a été conçue pour être soignée, non pour être jetée. » Il serra l'écrou de blocage avec une clé dynamométrique de fortune, sentant la résistance exacte dont le ressort avait besoin pour libérer le jet de combustible. « La plus grande erreur d'un homme, mon fils, c'est de remettre son destin entre les mains de celui qui ne salit jamais les siennes. Si tu laisses les autres décider quand ton outil est mort, alors tu leur donnes le droit de décider quand ton métier s'arrête. Le secret du métal, c'est qu'il reste fidèle à celui qui prend la peine de l'écouter. » Jean-Pierre se tourna vers la pompe d'épreuve, un petit appareil manuel servant à tester la pulvérisation. Il raccorda l'injecteur restauré. Sous la pression du levier, un son sec semblable à un claquement de fouet retentit dans l'atelier. Cric, cric. À chaque battement, un brouillard de gazole parfaitement atomisé s'échappait, formant un cône d'une régularité géométrique. Le regard de Jean-Pierre croisa celui d'Étienne. Il n'y avait plus besoin de mots. La technique venait de valider la philosophie. L'expert avait décrété l'impuissance, mais le vieil acier de Vierzon venait de prouver qu'il était prêt à reprendre le combat. Dehors, le grondement de l'Allier semblait soudain moins menaçant face à la détermination de ces deux hommes qui venaient de reconquérir leur autonomie. Il ne restait plus qu'à braver l'orage et à réintroduire ce cœur battant dans la poitrine de fonte du 402. L'ombre se fit plus dense encore alors que les deux hommes regagnaient le flanc du colosse. La pluie, loin de faiblir, s'abattait désormais avec une régularité de métronome, transformant la cour de la ferme en un miroir de boue mouvante. Dans le lointain, le sourd grondement de l'Allier n'était plus une menace abstraite. C'était un monstre invisible qui se rapprochait, marche après marche, dévorant le bas des pâturages. Jean-Pierre réinstalla l'injecteur avec une solennité presque religieuse, serrant chaque goujon avec une force contenue, conscient que le moindre jeu condamnerait l'effort de la nuit.
Vint alors le moment du rituel du feu. Dans le monde des moteurs modernes, un tour de clé suffit à réveiller la puissance. Ici, il fallait mendier la vie auprès des flammes. Jean-Pierre saisit la lampe à souder, ce chalumeau de cuivre massif dont le réservoir de laiton brillait sous la baladeuse. Il en préchauffa le bec avec quelques gouttes d'alcool, puis d'un coup sec, ouvrit la valve. Un rugissement bleuté, puissant et stable, déchira le silence de la grange. C'était une lance de feu pur, un dard de chaleur capable de vaincre l'inertie de la fonte. Le père glissa la flamme sous la boule, cette protubérance de la culasse qui contenait la chambre de combustion. Étienne, immobile, observait le prodige. Sous l'assaut du feu, le noir de la fonte vira lentement au gris cendré, puis à un brun sombre avant de s'empourper. Un halo de chaleur commença à irradier du moteur, luttant contre l'humidité glaciale qui s'insinuait partout. Les gouttes de pluie qui s'égaraient sur le bloc-cylindre s'évaporaient instantanément dans un sifflement rageur. C'était un duel élémentaire, le feu contre l'eau, l'étincelle humaine contre le déluge. Le métal, en se dilatant, produisait de petits craquements secs, comme si le géant de Vierzon s'étirait après un long sommeil. Jean-Pierre, le visage baigné de sueur malgré le froid, surveillait la couleur de l'acier avec une vigilance de chaque instant. « Encore un peu de patience, Étienne, » murmura-t-il, les yeux fixés sur l'incandescence naissante. « La boule doit être rouge cerise. C'est à ce prix-là, et à ce prix seul, que le pétrole acceptera de devenir mouvement. » Le 402 n'était plus une machine froide et distante. Sous la caresse de la flamme, il redevenait un être de sang et de feu, prêt à cracher sa force pour sauver la terre qu'il avait vue naître. La lueur rougeoyante de la boule de chauffe jetait désormais des reflets dantesques sur les visages de Jean-Pierre et d'Étienne. Le moment de vérité était arrivé, celui où l'effort de l'esprit devait se traduire par la force du corps. Jean-Pierre coupa la lampe à souder dans un dernier sifflement et un silence soudain, presque inquiétant, retomba sur la grange, seulement troublé par le crépitement du métal brûlant et le déluge extérieur. « À nous deux, Étienne. Il va falloir le bousculer un peu. » Père et fils se placèrent de part et d'autre du monumental volant d'inertie. Jean-Pierre saisit les rayons de fer avec une poigne de fer, tandis qu'Étienne se préparait à peser de tout son poids sur la jante du volant. Le rituel du lancement d'un monocylindre de Vierzon est une épreuve de force et de synchronisation. Il s'agit de balancer la masse de fonte d'avant en arrière, comme on berce un géant, pour accumuler assez d'élan et vaincre le point mort ou contre la résistance de la compression. Le volant commença à osciller. Hic, hoc. Le gémissement de l'huile froide dans les coussinets accompagnait le balancement rythmique. Jean-Pierre guettait le moment précis. D'un cri sec, il commanda l'ultime impulsion. Les deux hommes jetèrent leur dernière force dans la rotation inverse. Le piston remonta violemment dans le cylindre, comprimant le gaz contre la paroi incandescente de la boule. Un claquement sec retentit, suivi d'une explosion sourde qui fit vibrer les fondations même de la grange. Un nuage de fumée noire, épaisse et odorante, jaillit de la cheminée verticale. Le volant manqua de peu d'arracher les bras des deux hommes avant de s'élancer dans une rotation furieuse. Poum, poum. Le premier battement. Puis un second, plus assuré. Et enfin le rugissement caractéristique du 402 s'établit, un martèlement lent, profond et irrésistible qui semblait faire écho au tonnerre lui-même. Jean-Pierre, le visage illuminé par une fierté sauvage, engagea l'embrayage de la prise de force. Dans un hurlement de courroie tendue, la pompe de drainage, accouplée au monstre de fer, s'anima. À l'extérieur, sous la pluie battante, un bouillonnement puissant annonça la victoire. L'eau boueuse, aspirée des terres basses, commençait à être recrachée massivement vers le grand collecteur. Le souffle de Vierzon venait de briser le siège de l'Allier. Le géant était réveillé, et rien, ni l'orage ni le temps, ne semblait désormais pouvoir l'arrêter. L'aube finit par poindre sur la Limagne, une aube lavée de ses colères, où les premiers rayons d'un soleil encore timide venaient panser les plaies d'une terre meurtrie. Le rideau de pluie s'était enfin déchiré, laissant place à une brume légère qui s'élevait des sillons comme l'encens d'une victoire silencieuse. Au cœur de cette clarté naissante, le SFV 402 imperturbable continuait sa sentinelle sonore. Son martèlement, désormais régulier et apaisé, était devenu le nouveau rythme cardiaque de la vallée. Les terres étaient sauves. Là où, quelques heures plus tôt, un lac de boue menaçait de dévorer le labeur d'une année, on devinait à présent la structure renaissante des rigoles et la courbe familière des parcelles de fourrage. La pompe, mue par la force herculéenne du monocylindre de Vierzon, avait accompli son œuvre. Jean-Pierre et Étienne, silhouettes de limon et de fatigue, se tenaient côte à côte, le regard porté vers l'horizon. Leurs visages, marqués par la nuit blanche et les morsures du froid, ne trahissaient pourtant aucune lassitude, seulement cette dignité sereine de ceux qui ont tenu leur rang face aux éléments. Une camionnette familière ralentit sur la route départementale.
L'expert de la veille, sans doute venu constater l'étendue du désastre pour remplir ses formulaires de réforme, s'immobilisa un instant. Par la vitre baissée, il ne vit pas un champ dévasté, mais une machine de légende en plein travail, crachant son panache de fumée grise vers le ciel bleuissant. Il ne vit pas de paysans résignés, mais 2 maîtres de forge qui avaient su dompter le temps. Sans un mot, sans même un coup de klaxon, il redémarra, emportant avec lui ses certitudes technocratiques et ses promesses de 2 semaines. Jean-Pierre posa une main sur l'épaule d'Étienne, un geste rare, lourd de tout ce que les mots ne sauraient dire. Le fils comprit alors que cette nuit n'avait pas seulement sauvé les foins. Elle avait scellé un pacte entre les générations, une transmission invisible du savoir et de la ténacité. Le Vierzon 402 n'était plus un outil obsolète, il était le témoin vivant d'une France qui refuse de s'effacer, d'une paysannerie qui puise sa noblesse dans l'intelligence de la main et le respect de la matière. Tant que des hommes sauraient faire rougir la boule de fonte dans l'obscurité, la terre ne serait jamais tout à fait seule. Si cette épopée mécanique au cœur de notre patrimoine vous a fait vibrer, si vous aussi vous croyez que l'âme d'une machine réside dans la main de celui qui la soigne, n'hésitez pas à partager vos souvenirs de nos campagnes dans les commentaires. Racontez-nous ces nuits de veille et ces moteurs qui refusent de s'éteindre. Et pour continuer à faire vivre ensemble l'histoire de nos terroirs et de ces géants d'acier qui ont bâti la France, abonnez-vous. À bientôt pour un nouveau chapitre de notre héritage.